radio Libre Expression. Paranormal, phénomènes inexpliqués, ovnis, sciences et autres réalités. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, un invité qui est très connu au Canada, qui est connu aussi en France dans le domaine ufologique. C'est François C. Bourbeau, qui est responsable du site ovnialert.com, et François donc a animé plus de 550 émissions télévisées au Canada et des milliers d'heures de radio. Il va nous expliquer un peu plus. Bonjour François. Alors bonjour David et bonjour à tous les auditeurs de Radio Libre Expression. Comment vas-tu mon cher? Je vais très bien, je te remercie François et merci beaucoup encore d'avoir accepté de faire cette émission. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ah, merci beaucoup François. Alors je vais commencer par la première question. La loi des probabilités décrit clairement qu'il y a une multitude de formes de vie intelligentes dans notre univers. Alors pourquoi la plupart des personnes doutent des extraterrestres ou des ovnis? Qu'en penses-tu François? Je dirais pas que les gens doutent vraiment de cette probabilité de vie extraterrestre sur d'autres systèmes planétaires ou de nôtres dans l'univers, même que un récent sondage a été publié au sein même des universitaires astronomes et astrophysiciens qui encore aujourd'hui fréquentent les universités américaines. Les sondages américains ont donné comme résultat que tout près de 80% des répondants, sur près de 2000 personnes interrogées, affirmaient accepter cette idée. Je n'utiliserai pas ici et constater-le le verbe croire, parce qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais bien d'une science. On constate les faits. Alors ces personnes avaient donc vraiment émise cette idée qu'elles acceptaient que la vie puisse être tout à fait possible dans l'univers. Maintenant, le problème, et c'est là que la pierre d'achoppement va ressurgir un peu à la manière de l'iceberg, c'est qu'on n'accepte pas que cette idée-là, c'est-à-dire que cette vie extraterrestre puisse être embarquée dans une mécanique, dans une technologie, quitter sa planète pour venir aussi souvent fréquenter notre pauvre petite planète bleue, la Terre. Et c'est là le problème, parce que, comme le disait Jacques Vallée, on a trop d'observations. Et on peut le vérifier nous-mêmes lorsqu'on est moindrement sérieux dans la recherche ufologique. Moi, je l'ai fait pour le Québec sur une période de 20 années. J'ai monté une carte et j'ai même exclu les cas où il n'y avait qu'un seul témoin. Donc, J'ai commencé à considérer les notifications à partir de 2 témoins et plus. Et je suis arrivé au chiffre magique de 35 000 cas rapportés au Québec sur une période de 20 années. C'est incroyable, incroyable. 3 millions de cas, je crois, sur 20 ans, ce qui est énorme, ce qui est extraordinaire. Écoutez, nous avons mis le pied 12 fois sur la Lune. Il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune, 12 Américains. Et on sait maintenant très bien comment la Lune est constituée. Et on n'est quand même pas considéré comme une civilisation ultra avancée technologiquement. Alors imaginez que si nous avons affaire à une civilisation extraterrestre qui nous visite maintenant, d'emblée, il faut accepter qu'elle est déjà très en avance sur nous. Comment expliquer qu'elle vienne aussi souvent nous visiter et répéter toujours les mêmes gestes, si on se fie bien sûr à ce que nous en disent les témoins? On voit des humanoïdes qui se penchent, qui ramassent des cailloux, des bouts de feuilles. L'observation va perdurer seulement 1 à 2 minutes, et puis ils vont se dématérialiser à la vue des témoins pour quitter comme ça leur champ de vision. Ça colle pas. J'ai de la difficulté moi-même à accepter l'idée que nous soyons en présence d'une civilisation extraterrestre en visite sur notre planète. Moi, j'en suis là dans ma réflexion. Alors, j'en suis à dire l'hypothèse, l'HET, comme on dit dans notre jargon, l'hypothèse extraterrestre n'est pas la seule hypothèse que nous devons considérer pour expliquer la présence des objets volants non identifiés dans notre atmosphère terrestre. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas non plus la meilleure. Parce que notre propre compréhension de l'univers, notre physique, notre propre mathématique a beaucoup évolué depuis, mon Dieu, les 30 dernières années. On comprend mieux maintenant les travaux d'Einstein, on comprend surtout mieux les travaux d'Andrei Sakharov.
On comprend mieux les travaux de Stephen Hawking, vous savez, ce paraplégique de l'Université d'Oxford en Angleterre. Oui, tout à fait. On sait très bien les travaux de M. Michio Kaku, cet Américain d'origine asiatique. Et cette physique que ces hommes nous racontent, nous expliquent, nous permet maintenant de coller ces nouveaux modèles d'univers au phénomène des ovnis. Je pense entre autres à la string theory, la théorie des cordes, où, encore une fois, ces modèles d'univers multidimensionnels, où on arrive à mieux saisir le langage qu'empruntait jadis dans ses ouvrages John Vallée, où on se rapproche davantage peut-être de cette explication qu'il propose. C'est une hypothèse de travail, ce n'est pas une théorie. Là. Déjà, il faut faire la différence entre les deux mots. L'hypothèse n'est pas confirmée, la théorie, c'est une hypothèse confirmée. Alors, l'hypothèse serait la suivante. Nous serions en présence d'une civilisation intelligente, plus avancée que nous, qui manipule une technologie encore plus avancée que la nôtre, mais c'est une intelligence qui est non humaine, ça n'implique pas ici qu'elle est d'origine extraterrestre, mais qui habite le même espace que nous, mais peut-être qu'elle est dans un temps différent. Peut-être qu'elle est en avance d'une seconde sur notre temps, d'une minute, d'une heure, d'une journée, d'un mois, d'une année, de 1000 ans. Ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant, mais à la lumière de ce que nous connaissons et comprenons de notre physique actuelle, il est envisageable pour le moment, pour l'instant, ce n'est pas faire de la science-fiction, que d'appliquer nos modèles de physique actuels aux ovnis que nous observons en 2011, et ça colle vraiment très bien à l'ensemble des descriptions fournies par les témoins victimes de rencontres très rapprochées. Oui, ce que tu disais donc sur... Cours de route, ou est-ce que tu me suis dans mon raisonnement, mon cher? Oui, je te suis tout à fait, François. C'est-à-dire, la physique quantique, elle nous a ouvert les yeux au sujet de mondes parallèles, c'est-à-dire d'autres dimensions. Et toi, tu dis que c'est pas impossible que ces visites, en partie, viennent quoi de ce monde parallèle, quoi. Voilà, puis j'ai souvent entendu des gens me dire, oui, mais on pourrait encore une fois être en présence de civilisations extraterrestres qui utilisent ces mondes parallèles pour nous visiter. Oui, peut-être, mais on revient encore à la base. Et le problème, c'est qu'il faut toujours, et c'est pour ça que c'est si important de faire des enquêtes et aller sur le terrain, rencontrer les témoins, ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'enseigne dans les formations que je donne. Technicien enquêteur en ufologie niveau 1, parce qu'il y a 3 niveaux. Alors, au premier niveau, ce que j'enseigne, c'est une formation d'une centaine d'heures théorique et pratique. Et ici, notre spécialité au Québec, c'est l'intervention sur le terrain, surtout au niveau des rencontres rapprochées de deuxième type, lorsque l'OVNI interfère avec l'environnement et laisse des évidences physiques sur le sol. Nous avons beaucoup d'équipements avec les années. Nous avons réussi à nous procurer tout ce qu'il faut pour non seulement apprendre à comment cueillir l'échantillon pour l'expédier vers les laboratoires universitaires, pour faire parler cet échantillon, mais nous possédons les détecteurs de radioactivité, les détecteurs de rémanence magnétique, nous possédons les détecteurs de métaux, nous possédons les appareils trichromiques pour faire la photo en infrarouge ou en 3 dimensions, etc. On a tout le matériel qu'il faut, mais là où je veux vous amener, c'est que ces mondes parallèles, quand je dis que l'explication colle, c'est qu'en faisant l'enquête et en se rapprochant du témoignage des gens, de ceux qui voient les ovnis, il faut que l'explication que l'on tente de donner rende compte de tout ce que les témoins disent. Et ce que les témoins nous disent actuellement, c'est que généralement, lorsqu'ils voient des humanoïdes, leur attitude ne colle pas avec des visiteurs venus de très loin d'une autre planète, nous rendre une visite qui faire une promenade sur la Terre pour ne serait-ce que d'être des archéologues d'un autre espace pour comprendre de quoi nous sommes faits, comment nous vivons. L'attitude ne colle pas. Il y a de l'absurdité là-dedans. C'est trop court comme observation. Ce paradigme-là, qui est toujours là, du répétage, on dirait que la bobine tourne. C'est une bobine sans fin. Il y a toujours les mêmes gestes qui sont répétés. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on ramasse des cailloux, qu'on ramasse des plantes, des feuilles mortes,
ou bien les gens qui se prétendent enlever se font planter des trucs dans le nombril, des prises d'échantillons d'ongles, de cheveux, on se fait gratter. C'est toujours le même pattern qui revient. Il me semble que le faire 1, 2 ou 3 fois serait suffisant pour comprendre comment le corps humain est constitué, pour comprendre la botanique sur la Terre. Et ce geste-là n'a pas débuté en 2009 ou en 2001 ou en 80, en 1980 ou en 1954, lors de la très grande vague au mois de septembre-octobre, en octobre, en France. Ça existe, ça, depuis déjà la fin des années 1800, début 1900, où, en s'attardant sur les vieilles histoires de rencontres rapprochées de troisième type, en remontant dans les vieilles chroniques, même jusqu'à, mon Dieu, à ce que dit Dagobah en 900, lorsqu'il a rencontré ses 3 hommes et une femme, et qu'il a empêché la foule d'élapider, parce qu'il voyait devant lui, supposément, des êtres descendus de Magonie, du ciel, et il était tombé de navets, un vaisseau, c'est dans les vieilles chroniques, vous pourrez vérifier. Déjà, ces gens-là avaient aussi ce comportement qui colle aux témoignages contemporains d'aujourd'hui, des témoins qui nous racontent avoir rencontré des humanoïdes qui ont des comportements anodins, presque ridicules, qui ne collent pas avec des visiteurs venus de l'espace lointain pour ne serait-ce qu'étudier notre planète. Et c'est là, moi, que je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et peut-être que nous sommes davantage en présence de quelque chose qui partage le même espace que nous et qui ne vient pas de si loin que ça. Et si on ne vient pas de si loin, ça explique pourquoi on vient si souvent. Parce que la distance à parcourir est beaucoup plus courte qu'on le pense. Et parce que cette distance est si courte, mais peut-être qu'ils sont en train de vivre tout simplement dans leur monde à eux, et le fait d'actionner la mécanique de l'OVNI, ça crée cette cassure spatio-temporelle, et nous devenons leur extraterrestre à eux, et ce qui explique leur réaction de surprise, et qu'ils sortent cette espèce de tube noir de 15 cm de longueur, et qu'ils paralysent les témoins, comme pour les empêcher d'entrer en relation avec eux, parce qu'ils craignent notre attitude, nos réactions, parce qu'ils craignent un danger. Alors, si il y a cette réaction de leur part d'intimidation, enfin, de surprise, ben c'est clair qu'on ne fait pas tout le voyage pour venir nous voir, parce que sinon, ils ne seraient pas surpris de nous voir. Ils n'agiraient pas de manière à nous paralyser pour nous mettre hors circuit, hors de combat. Alors déjà, là, voyez-vous, puis je vous dis ça brûle pour point, mais si je prenais le temps d'ouvrir un classeur devant moi, de sortir un dossier, et de vous sortir la longue liste de la nomenclature de ce que j'ai écrit, de ce qui ne fonctionne pas dans les témoignages que j'ai recueillis auprès des rencontres rapprochées de troisième type, vous constateriez avec moi rapidement que l'HET, l'hypothèse extraterrestre, colle de moins en moins avec ce que nous rapportent les témoins. Voilà ce que j'en pense. Oui, c'est vrai. Ce que tu me dis, François, ça m'a fait penser à 2 choses. Tu me diras, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que la physique quantique, c'est clair aujourd'hui, il démontre qu'il y a plusieurs dimensions des mondes parallèles et ils disent, hein, les physiciens quantiques, de la quantique, pardon, que c'est à 1 millimètre de nous. Donc, on ne le voit pas avec nos yeux, mais pourtant, des fois, certaines personnes perçoivent des choses. Donc, ce que tu me dis, pour moi, c'est pas étonnant, quoi. Et si tu dirais ça aux grands spécialistes Green et d'autres, ou comment dirais-je, Stephen Hopkins aussi, ils seraient d'accord avec toi. Pour eux, c'est pas impossible. La preuve, c'est que Stephen Hopkins, il y a pas longtemps de ça, il y a quelques mois seulement, il a dit qu'il vaut mieux pas contacter les extraterrestres. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il forcément il y croit, évidemment, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Est-ce que ça serait un danger de côtoyer ou de contacter ces visiteurs de mondes parallèles qu'on appelle OVNI, qu'on appelle extraterrestres? La sagesse, moi, je te dirais tout simplement, David, que dans le doute, on s'abstient. La première des choses. La deuxième chose, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de corps de preuve de la part des témoignages qui nous sont livrés où ces êtres ont été hostiles. Toutefois, rappelez-vous dans les livres de Jacques Loeb et Gigi, cette bande dessinée qui a été produite dans la fin des années 70,
où on nous raconte à l'intérieur de ça les cas brésiliens d'Hombrecitos. Vous savez, ces êtres velus, avec de longs poils noirs, avec des griffes, une tête très ronde, aux yeux rouges complètement imberbes, pas de poils, qui ont attaqué des témoins, qui les ont griffés, parce que les témoins ont tenté de les attraper, de les serrer contre leur corps avec leurs bras, et ils ont été témoins à ce moment-là d'une force herculéenne de la part de ces tout petits êtres d'à peine 1 mètre 20, et qui ne faisaient, mon Dieu, même pas 40 ou 45 kilos. Et ils ont découvert que plus ils voulaient les retenir, plus ils constataient cette force herculéenne de la part des petits êtres. Et pour se défendre, ces êtres, ils s'attaquaient carrément. Et ça, c'est colligé. Hein? C'est vraiment bien documenté parce que les gens au Brésil victimes de ces rencontres rapprochées ont témoigné à charge, c'est-à-dire qu'ils ont rempli un rapport d'événements chez des corps policiers. Et c'est, comme on dit là, ce sont des témoignages assermentés, voilà, dans les corps policiers. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a au Canada le cas de Stephen Michalak, en 1966 ou 67, je pense que c'est 67, qui, dit-on, a été brûlé sur son corps par l'émanation de gaz qui, au sortir d'une espèce de tuyère de l'OVNI, a brûlé ses vêtements et son corps quand l'OVNI a décollé. Bon, est-ce que c'est de la faute de l'OVNI ou est-ce que c'est de la faute du témoin qui s'est placé au mauvais endroit au mauvais moment et qui a été atteint par la tuyère d'échappement de l'OVNI au moment de décoller? Je pense que dans ce cas précis, c'est plus de la faute du témoin que de l'OVNI. Mais Vallée, qui a récemment aussi, récemment, fin 80, s'est rendu au Brésil à Paranormal, dans ce coin-là, il a fait des enquêtes. Il a rencontré une femme médecin qui a bien documenté, je vous dirais, une demi-douzaine de cas là-bas, où des chasseurs dans une tribu qui possèdent des permis spéciaux de chasse nocturne, la nuit donc, dans des arbres, qui avaient le droit d'abattre du gibier pour nourrir la famille dans le village, ont vu des chupas, dans le langage courant là-bas, c'est des chapeaux volants, et ces chupas laissaient sortir en dessous d'appareil une lumière tronçonnée, donc au contour fini, capable de virer à angle droit, ce que nous ne savons pas faire avec la lumière, à moins d'utiliser des miroirs et un laser. Et cette lumière qui virait à angle droit était capable d'effets mécaniques chez les témoins, ce qu'on ne sait pas encore faire avec la lumière, en passant. Et cette lumière qui touchait la partie supérieure du corps des chasseurs installés dans le sommet des arbres sentait donc que la lumière voulait les pousser en bas de l'arbre et ils devaient s'agripper aux branches pour éviter justement cette chute qui, pour plusieurs, aurait pu être mortelle parce qu'ils étaient très hauts, installés et juchés dans cet arbre, et qui, par la suite, une fois que l'OVNI avait disparu, une fois que le tube de lumière avait réintégré l'OVNI et que le Chupas avait quitté les lieux, ces chasseurs qui réintégraient le village développaient quelques jours plus tard une carence anémique, rencontraient la femme médecin du village pour finalement constater qu'ils avaient une anémie tellement forte que ces pauvres témoins vomissaient, souffraient d'insomnie, et ils en sont décédés. Il y a 6 cas, donc, connus sur Terre, au Brésil, de mortalité liée directement à l'observation d'un OVNI. Et ça, c'est Jacques Vallée qui a mis au jour, dans son ouvrage, il en parle dans sa trilogie, là, publiée chez Lafon en 89, 90, 91, Haute Dimension, Confrontation, Révélation. Là, vous savez, sa trilogie, où il révèle cette information qui est extrêmement importante, parce que dans le domaine de la communauté ufologique, il n'y a personne encore qui a poussé ce domaine-là précis, où on manque d'informations, tant qu'à savoir qu'advient-il des témoins placés à très courte distance de l'OVNI que l'on sait capable de dégager des micro-ondes pulsées. Et quel est l'effet des micro-ondes pulsées? Pas seulement sur le corps physique, mais sur le cortex cérébral des témoins. On ne connaît pas l'effet à moyen et à long terme de micro-ondes pulsées sur le corps humain et sur le cortex cérébral humain. Et peut-être y a-t-il là un danger? Oui, effectivement, je serais plutôt d'accord pour dire qu'il y a effectivement un danger. Et pour la sécurité nationale, premièrement parce que les OVNI
traverse à qui mieux n'importe quel espace aérien de n'importe quel pays et aucune force militaire n'a le pouvoir de les arrêter, quand bien même posséderait-elle, ces forces militaires, toutes les technologies du monde pour faire feu sur ces engins. Nous prenons toute cette documentation qui nous démontre que les missiles RR, qu'ils soient des AIM-9 AMRAAM, que ce soit des AIM-120 AMRAAM, des AIM-9 Sidewinder, AIM-7, quoi que ce soit, lorsqu'on a fait feu sur des aéronefs, des ovnis, c'est-à-dire jamais les missiles ont atteint leur cible, ou pire, les ovnis ont réussi à désenclencher les systèmes d'armes, comme c'est arrivé aussi, rappelons-nous, lors de la conférence de presse présentée l'an dernier au National Press Club de Washington, où les militaires ont fait une sortie, dont le capitaine Sallet, qui a révélé, entre autres, qu'à la base militaire de Malmstrom, dans le Wyoming, ben, on sait qu'il y a des ovnis qui ont réussi à mettre hors circuit, no-go, des missiles à tête nucléaire multiples Minuteman, de type 2, qui n'auraient pu être lancés à cause justement de la présence d'un ovni qui a mis hors circuit ces missiles nucléaires. C'est grave. Donc, oui, la sécurité nationale est en danger, mais oui, je vous dirais que les témoins le sont s'ils se trouvent à proximité d'une source d'énergie dont on ne sait pas grand-chose et qui, à long terme, semble provoquer une anémie, une forme de... Je ne prononcerai pas le mot cancer parce que ça serait aller trop loin, on n'en a pas la preuve, mais de toute évidence, ces 6 personnes au Brésil ne sont pas mortes parce qu'elles ont mangé du riz empoisonné. Je vois ce que tu veux dire, Dans le rapport de Jacques Vallée, qui l'a corrigé auprès de la part médecin, c'est très clair que ce n'était pas dû à l'alimentation qui circulait dans le village. Ça, c'est très clair. C'est vrai que il y a eu des cas, François, que les personnes se sont approchées d'un ovni, ils ont senti une brûlure après, au visage, aux mains, etc. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont raconté ça après aux États-Unis. Hein. Les militaires américains, donc les ont questionnés, etc. C'est bizarre que, ça c'est une question, tu sais, François, est-ce que tu peux répondre après? C'est bizarre que ces ovnis qui sont censés être tellement intelligents savent qu'avec leurs engins spatiaux, s'ils viennent nous visiter, qu'on est à proximité, ils nous irradient, donc ils nous font du mal. Alors pourquoi ils savent pas ça? C'est bizarre. S'ils sont si intelligents, ils ont créé des vaisseaux spatiaux. Ils s'en foutent, un peu comme nous, on se fout un peu des nids de fourmis lorsqu'on va à la plage. C'est vrai, tu as raison. Et partout, on fout les pieds pour se rendre à l'océan pour aller se baigner. Pour aller faire une trentaine. Alors que c'est l'idée qui nous plaît pas, mais il faut aussi apprendre à la considérer. Une civilisation très en avance n'est pas obligatoirement sensible à des civilisations moins évoluées et qui a dit ou a lancé l'idée que c'est très humain, c'est très anthropomorphique ça, c'est très anthropocentrique ça, c'est vraiment du nombrilisme de penser, d'aller dire et d'aller croire que parce que ça vient de loin et parce que c'est très intelligent, il faut nécessairement que ce soit très gentil, que ce soit très beau, que ce soit très divinisé et que ça veuille à tout prix préserver ce que nous sommes, ne pas interférer dans ce que nous sommes. Voyons donc. Hernán Cortés a fait bien moins que ça avec nos pauvres Aztèques lorsqu'il a mis le pied en 1517 en Amérique du Sud. Avec seulement 30 hommes, une dizaine de chevaux, 2 canons, il a réussi à en tuer 2 millions et à mettre à feu et à sac tout le peuple maya-toltèque et à réussir à leur arracher leur or. J'entends déjà des voix me dire, oui, mais ça c'est des humains, les extraterrestres sont plus évolués, ils agiront pas jamais comme ça. Mais attention, là, qui nous dit que justement on n'est pas en présence de différents types de civilisations et que même si on était en présence que d'une seule qui nous visite actuellement, ou que moi je vous dis qu'on est en présence de, encore une fois, d'une intelligence non humaine qui partage le même espace que nous dans un temps différent, elle se fiche peut-être complètement de nous. On est peut-être l'avant-dernier de leurs soucis. Qu'est-ce que c'est que cette idée que de voir constamment des grands blonds aux yeux bleus, gentils, auréolés de cette banderole de lumière on n'est pas affaire à une quantité industrielle de Jésus-Christ qui va nous sauver, là.
Ça vient d'où cette idée-là? Voyons donc. C'est peut-être en présence de gens qui sont très mal intentionnés. Et c'est pas parce qu'il n'y a eu en nulle part aucune attaque de ville et de destruction massive sur la Terre. On n'est pas nécessairement en présence de gens mal intentionnés ou d'une civilisation intelligente, plus évoluée que nous, mal intentionnée. Attention. Moi, en tout cas, là, quand j'entends des gens me dire, dès que je vois un ovni, j'embarque dedans, je vais faire une promenade. Moi, je m'excuse, là, mais c'est la dernière chose que je proposerais de faire, et moi, je n'embarquerai pas. Exactement. Non. Parce que déjà, il y a le phénomène d'irradiation, il y a eu des brûlures. La preuve, c'est que les cercles de blé ou les crop circles, souvent... regardez, il y a d'autres explications crop circle, déjà là. D'accord, mais juste, tu sais, le blé, etc., il était irradié, brûlé. Les gens qui s'approchaient pour faire une enquête, souvent, ils disaient qu'ils avaient des maux de tête, des vertiges et tout. Donc, ça prouve qu'il y a... Insomnie, puis tout ce que vous nommez, même ça a été le cas aussi de corps français très connu. Et vous l'avez bien connu sûrement, l'état de Mars. Lorsqu'il a vu ses êtres de son tracteur dans son champ de lavande, les gens n'ont pas fait beaucoup la promotion, mais ce mec-là était extrêmement malade. Après son observation, rappelez-vous, il dormait des 14, 15, 16 heures par jour. Son corps a été bouleversé après, justement, que les êtres, une fois qu'ils l'eurent aperçu, l'ont paralysé à l'aide d'un tube, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une quinzaine de centimètres de longueur. Ils ont fait le tour de son être, de sa personne. Ils l'ont touché. Mais avant, ils l'ont paralysé, ils l'ont gelé, ils l'ont mis en circuit. Comme pour... ils ont été étonnés de constater qu'il était là. Alors, s'ils viennent de si loin pour observer un champ de lavande et observer l'agriculteur en train de cultiver son champ de lavande, ça ne fonctionne pas, cette attitude de réaction de surprise. Ils auraient dû ne pas l'être surpris puisqu'ils venaient sur la Terre pour l'observer, le pauvre M. Mars. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Il y a certains cas qui... Alors, il paralyse, il le rend malade, et tout ça parce qu'il venait de l'observer. Non, ça colle pas, ça marche pas. C'est vrai que ça colle pas. Il y a des questions mystérieuses autour de ce sujet. Pourquoi, comme on a dit... avec moi, David, que ça cloche, là, ça fonctionne pas. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Jean Sider, il a écrit un livre, OVNI, dossier diabolique, et lui, dans sa thèse, il affirme en tout cas que beaucoup de cas sont des cas qui ont fait du tort à des gens, qui ont été enlevés par des extraterrestres, etc., ou qui ont rencontré des extraterrestres. Ils ont eu des problèmes soit physiques, comme tu décris, François, et aussi psychologiques. Ils ont été traumatisés, ils ont eu des cauchemars, et ils souffraient vraiment. On se demande pourquoi. Alors lui, il dit clairement que c'est manipulatoire. Il dit il le met au même rang les ovnis que tous les phénomènes poltergeist, tout ce qui est dans le paranormal. Il dit c'est la même source. Il y a beaucoup de manipulation. Bon, peut-être que ça c'est pas exactement. Je connais bien Jean Sider, je l'ai reçu à l'époque au Québec en conférence dans le cadre de mes émissions de télévision. Je connais très bien sa pensée. Je l'ai rencontré à Paris à quelques reprises. Je sais très bien dans quel axe de pensée il s'inscrit. Je dirais même qu'il s'inscrit presque dans l'axe de pensée du groupement Ouranos lorsqu'ils avaient publié leur livre du monde surréel paralysé. Mais je décroche un peu de tout ça parce que faut faire attention de ne pas commencer à tenter d'expliquer le phénomène des ovnis qui est déjà très complexe en soi et qui est, je vous dirais, fragile, en utilisant une explication qui elle-même n'est pas prouvée tout aussi fragile, la parapsychologie. Je ne pense pas que ce soit le chemin qu'il faille emprunter. Je pense que l'attitude la plus logique à emprunter, c'est de commencer à utiliser les bases que nous savons solides, ce qui est la science. Je pense que c'est raisonnable d'abord, et que la science a fait ses preuves à plusieurs niveaux. C'est un outil qui est utile et que nous pouvons tous, dans la mesure où nous moins comprendre, ou sinon nous pouvons faire référence à des autorités compétentes qui, à ce moment-là, on ne peut pas tout faire en ufologie, on ne peut pas prétendre tout savoir non plus, mais on peut avoir au moins l'intelligence de pouvoir s'associer avec des gens qui possèdent la connaissance et l'intelligence qui peut peut-être à ce moment-là nous manquer. C'est peut-être ce qui fait la force du réseau OVNI Alert.
chacun ne dépasse pas la limite à partir de laquelle il sait qu'il ne peut aller plus loin. Et c'est pour ça que je ne forme pas des ufologues, je ne forme pas des scientifiques, je forme des techniciens enquêteurs. Ça équivaut chez nous à 3 années de collégial. Alors, ça équivaut à quelqu'un qui maîtrise une technique, des moyens, des méthodes qui lui permettent d'aller cueillir l'information qui plus tard sera analysée par les universitaires, les honoris causa, les gens qui ont les aptitudes nécessaires pour tisser les liens à partir des documents que nous aurons, nous, amassés sur le terrain. Et je pense que cette alliance-là est extraordinaire et va faire en sorte que nous allons faire avancer les choses dans le domaine de l'ufologie. Parce que l'ufologie est carencée il y a 3 choses qui nous manquent. Ils nous font douloureusement défaut. Nous souffrons d'un manque de financement adéquat. Nous souffrons d'un manque de collaboration en ressources humaines compétentes adéquates. Et nous souffrons également d'un manque d'accessibilité à des laboratoires bien équipés. Parce que moi, chaque fois que j'ai eu recours à des études d'échantillons que j'ai eu à cueillir sur des cas de rencontres rapprochées de 2e type, donc des évidences physiques sur le sol, j'ai dû payer de ma poche des analyses qui ont été faites dans des laboratoires universitaires. Alors évidemment, si je pouvais m'associer avec un laboratoire universitaire qui cesserait de m'exiger de l'argent à chaque fois que je lui apporte des échantillons, je serais déjà gagnant à ce niveau-là. Alors si je pouvais, moi, en tant qu'organisme structuré, incorporé, une OSBL comme le réseau OVNI Alert, obtenir ces 3 facteurs, de l'argent, du financement, avoir des ressources humaines compétentes pour m'appuyer et avoir un accès en tout temps, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'équipement, des laboratoires, aux forces armées, par exemple, où je pourrais avoir accès à leurs satellites, images, j'entends, ou à leur radar, ou avoir accès à un avion et pouvoir me rendre sur les lieux plus rapidement pour réduire le temps d'intervention entre l'observation et l'enquête, ben, toute la qualité de mon travail ne s'en trouverait qu'augmentée. Et la qualité de mes résultats de ma cueillette d'informations ne serait également qu'augmentée. Et à ce moment-là, le scientifique qui, lui, possède des compétences pour analyser ce que je lui apporterais, ne pourrait qu'être meilleur au niveau des résultats qu'il pourrait à ce moment-là, lui, produire. Et c'est ce qu'il nous reste à faire en ufologie en 2011. Il reste beaucoup à faire. C'est faisable. Je pense que nous sommes simplement ici en présence d'un manque de volonté. Et le jour où nous voudrons vraiment y mettre cette volonté et quitter le monde de l'inertie, nous allons faire un pas de géant et là, ça va se mettre à avancer. Mais donnons-nous le temps. L'ufologie n'a que 70 ans. C'est très jeune comme discipline. Quand on pense que l'astronomie, que la médecine, que la biologie, ce sont des disciplines qui sont des dizaines de fois centenaires. Alors, donnons-nous le temps. Bon Dieu, l'ufologie, c'est un bébé encore. Ça ne fait que commencer. Quand je vois qu'on se fait critiquer et qu'on prête le flanc avec la critique, ou qu'on exige de nous qu'on apporte des preuves, moi je veux bien, mais qu'on me donne les mêmes moyens que l'on donne actuellement à un chercheur qui passe ses journées à tenter de trouver une solution au problème du sida. Mais je regrette, mais cette personne-là actuellement a justement les 3 moyens que je viens d'énumérer pour travailler. Cette personne-là a l'argent, l'accès au laboratoire et des ressources humaines compétentes pour trouver une solution au problème du sida. Ce que moi, en tant qu'ufologue, je n'ai pas. Alors, à armes égales, je suis certain que l'ufologie produirait des résultats très rapidement. Mais malheureusement, on ne les a pas. Alors ça, il faut que ça change. Et moi, j'espère qu'un jour, j'espère que quelqu'un actuellement écoute cette émission en Europe, qui a le moyen financier, qui pourrait me contacter et accepter de financer nos travaux au réseau OVNI Alert. Et je vous garantis que les résultats que nous allons produire pourraient immédiatement être utilisés, ne serait-ce qu'au niveau médical, où cette lumière tronçonnée, capable de virer angle droit et d'avoir un effet mécanique, ben, si l'OVNI veut le faire, imaginez ce qu'on pourrait faire, nous, en médecine, où une personne qui souffre du cœur pourrait, sans anesthésie ni générale ni locale, entrer à l'hôpital le matin à 8 heures et subir un quintuple pontage coronarien et à 17 heures la même journée, sortir sur ses 2 pieds de l'hôpital et être totalement guéri. Ce serait extraordinaire, évidemment. À travers ce que j'ai cueilli comme information, si on domestique cette lumière et on apprend à la manipuler de la même manière que l'OVNI est en train de me le montrer,
Alors que j'ai appris par les témoignages, et ils sont assermentés, je suis convaincu que nous pourrions trouver des applications, une applicabilité de cette technologie, ne serait-ce que dans le domaine médical pour commencer, et on ferait des pas de géant. Et la personne qui investit en ufologie verrait vite, très vite, une rentabilité dans son investissement. Mais ça, si on commence à parler comme ça, les choses vont commencer à bouger. Je crois que tu as raison, François. Si quelqu'un il voudrait t'aider, il écoute cette émission, donc n'importe où dans le monde, elle est écoutée dans plusieurs pays. S'il souhaite t'aider, alors il fait quoi, François? Il va sur ovnialert.com. Il va dans notre site, il va dans la partie de droite, et nous pouvons, un peu comme une fondation, prendre ces argents, les investir dans la recherche, et nous produisons des résultats par écrit, une fois là, via notre site web, une publication officielle, et elle sera imprimée également, disponible à tous nos pairs qui veulent analyser, qui veulent étudier ce que nous produirons, et pas seulement nous, des gens avec qui nous travaillons dans le circuit universitaire, qui n'attendent que le financement pour produire des résultats. Et comme on réinvente pas la roue, on fonctionne comme la science fonctionne. Un groupe est financé, s'il ne produit pas de résultats, le financement n'est pas renouvelé. Je comprends. Renouvelé. C'est comme ça que fonctionne la science. De toute façon, on réinvente rien, là. On ne fait qu'appliquer le modus operandi de la science dans n'importe quel domaine de la recherche. Actuellement, dans n'importe quelle forme de sujet. On finance à coût de millions la recherche sur les trous noirs actuellement. Et il n'y a pas personne qui a vu un trou noir. Et il n'a qu'une existence théorique. Et ça n'empêche pas des gens d'avoir des millions actuellement pour chercher une solution au problème des trous noirs. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt troublant, un jeu de mots, qu'on n'investisse pas dans l'ufologie. Je comprends. C'est-à-dire pour toi, comme pour beaucoup de personnes qui s'intéressent aux ovnis, c'est en fait, soyons honnêtes, François, on se dit si, dans la loi des probabilités, évidemment, on a cité le cas des ovnis, des extraterrestres qui pourraient être nuisibles à l'espèce humaine parce qu'ils n'ont aucune sensibilité pour l'être humain. Ils nous voient, comme tu as dit, des fourmis ou quoi que ce soit. Donc pour nous, on n'est pas vraiment des êtres exceptionnels, pleins d'amour, pleins de... ils ne voient pas ces choses en nous. Mais évidemment, il y a d'autres formes de vie intelligentes qui nous verraient avec amour, quoi. C'est ça, avec compassion. Et ces gens, ces extraterrestres pourraient nous aider, c'est-à-dire au niveau médical, pour que l'être humain il vit 300 ans, disons, pour qu'il vive, pour qu'il ne vieillit jamais. C'est ça ce que tu veux dire. David, n'oublie pas que tout ce que je dis est hypothétique. Ce sont des idées, ce sont des hypothèses que j'émets. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas prouvé. J'émets des idées sur lesquelles je travaille actuellement. Et les idées que j'émets, entre autres, pour tenter d'expliquer ce que sont les ovnis, collent mieux, selon moi, à ce que me disent les témoins que je rencontre, avec tous mes collègues de travail. À date, ça colle mieux. Ce que je tente de vous expliquer, quand je dis que nous sommes en présence d'une civilisation non humaine qui manipule une technologie très en avance sur la nôtre, qui peut partager le même espace que nous dans un temps différent. Ce que je dis, c'est une hypothèse que j'avance. C'est l'hypothèse sur laquelle je travaille actuellement. Je tente de la vérifier. Je tente dans un langage formel de l'écrire afin de la rendre esthétiquement agréable, courte, simple, logique, qu'elle ait une didactique, qu'elle ait une épistémologie, qu'elle soit construite à la manière de la science, qu'elle donne aussi des résultats dans l'espoir qu'on puisse un jour voir une répétabilité possible dans la construction de cette synthèse que je tente de construire. J'ai étudié la philosophie, je comprends bien la mécanique de la science, l'épistémologie de la science, et ce que je dis, c'est une hypothèse de travail. Je ne dis pas là que ce que j'affirme, c'est la vérité absolue, mais il faut bien commencer en quelque part. Il faut bien travailler sur quelque chose. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a entendu sur le phénomène des ovnis, c'est que nous sommes en présence d'extraterrestres. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'hypothèse qui est la seule qu'il faut savoir considérer, et ce n'est pas non plus la meilleure. Comme le dit aussi Jacques Vallée, et comme commencent à le dire plusieurs autres, entre autres en France, vous avez Christelle Seval, qui est suisse, je crois, et qui lui aussi pense à peu près la même chose que Vallée. Il y a de plus en plus de gens qui, sérieusement,
commence à considérer, Fabrice Bonvin également, commence à penser comme, c'est pas Cheval, mais Fabrice Bonvin que je voulais plutôt vous signifier, commence à penser comme Jacques Vallée, que peut-être nous sommes en présence d'une civilisation qui a de tout temps influencé nos comportements, nos mécanismes de croyance, et il va falloir maintenant prendre un peu plus le temps d'explorer d'autres avenues pour arriver à produire des résultats. C'est tout ce que je dis. Et si on se trompe, mais on efface l'ardoise et on recommence. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de se tromper, non, mais ça c'est sûr. De jamais rien produire comme résultat, ça c'est grave. L'inertie, c'est inacceptable en fait. Tout à fait. Par contre, François, si cette civilisation que tu dis avancée, donc nous manipule, peut-être c'est eux-mêmes qui ont créé les religions, etc., tu vois, pour manipuler peut-être mieux les foules, est-ce que cette civilisation, elle aussi, va évoluer dans le bien? Comme nous, on évolue, moi je suis persuadé, enfin j'espère en tout cas, qu'il n'y aura plus de guerre dans quelques centaines ou milliers d'années. L'être humain, la conscience, elle va évoluer. Est-ce que cette civilisation aussi, elle va évoluer aussi en même temps? Et elle pourra nous aider plutôt que nous manipuler. Qu'est-ce que tu en penses, François? Je n'ai pas d'idée là-dessus, je ne peux pas te répondre là-dessus, j'ai aucune idée, parce que là, on est complètement dans ce que j'appelle l'extrapolation, au-delà des faits, au-delà du vérifiable. Et là, on est complètement dans la philosophie et on est complètement, je dirais, dans les mécanismes de croyance où s'imbriquent ici davantage des aspirations de tout un chacun de ce que l'on souhaiterait que les choses soient, plutôt que de commettre l'effort de laisser être les choses telles qu'elles sont. Alors moi, je ne veux pas avoir raison, je veux découvrir la vérité. Il y a un monde de différence entre ces deux états de choses, ces deux états de fait. Remarquez bien l'attitude des gens. Je répète cette phrase-là, elle est très importante, elle est centrale à saisir. Il existe des gens qui veulent avoir raison, il existe des gens qui veulent connaître la vérité. Et réfléchissez bien à ces deux assertions, elles sont diamétralement opposées, et je préfère, moi, m'entourer de gens qui recherchent la vérité, même si ce qu'ils découvrent un jour va faire mal, parce qu'ils vont découvrir, parce qu'on peut découvrir des trucs qui vont totalement à l'encontre de nos attentes ou de ce qu'on aurait aimé découvrir. Il faut être capable à ce moment-là de même casser le moule et aller au-delà de la forme. Et ça, c'est difficile. Je suis passé par là, j'ai mis un temps fou à saisir certains trucs et à accepter certains trucs, accepter la vérité. C'est tellement difficile que même Friedrich Nietzsche a déjà dit « Quelle dose de vérité supportez-vous » Et quand on réfléchit à cette phrase, on finit par en comprendre toute la lourdeur, la pesanteur de son sens. Les personnes, s'ils veulent contacter, par exemple te contacter, s'ils ont une apparition, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a un numéro, c'est ça? C'est indiqué dans mon site, nous joindre, c'est indiqué en haut à droite. Ils vont dans la section nous joindre et ils peuvent aussi s'abonner à Twitter, Facebook. Je suis l'homme le plus facile à rejoindre au monde, m'a-t-on laissé savoir un jour. C'est très facile de me rejoindre. Garde la preuve, tu m'as rejoint. Alors c'est très facile. D'accord, ben écoute. Les téléphones sont là, les adresses, les courriels, tout est là. Nous joindre. Dernière cartouche en haut à droite. D'accord, très bien. Et écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, François, d'avoir accepté cette interview. Et je ferai, comme je t'ai dit, une interview avec Gérard Lebas. Qui se trouve... En passant, donne-moi l'adresse URL de ton site que je te note, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Je vais te l'envoyer par... ok, par courriel, envoie-moi le lien. Oui, c'est encore mieux. Oui, d'accord. François, je vais te l'envoyer là dans pas longtemps. Tout encore. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée, François. À une prochaine. Salut, David. Bye bye, merci. Merci à toi. Au revoir.